Et nous revoilà avec deux nouveaux invités qui ont rejoint ce plateau, à savoir Monté de la chaîne Linguistique AI, que vous connaissez sans doute déjà. Bonjour. J'espère, bonjour. Bonjour. Le j'espère de l'espace. Ah bah, j'espère s'il vous plaît. Et Nico, du coup, de la chaîne Pilote. Oui, Feu Pilote. Elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est toujours en ligne. Toujours présente. Ouais. Voilà, Nico, ça fait plaisir de te voir aussi. Bah carrément. On fait semblant de passer de vue de la journée du coup. Mais non, ok. Non, on fait pas ça. Nous, on est au naturel. Non, mais en tout cas, je suis vraiment content que vous ayez rejoint aujourd'hui pour fêter ces 10 ans de Nota Bene parce que on a un peu grandi ensemble quand même. C'est vrai. Quand on voyait le setup en fait, les personnes qui étaient là dans le précédent créneau, c'était assez émouvant, je dirais. De voir tout ça, ils sont tous pipous, ils sont tous trop mignons et on a envie de les, je sais pas, de leur prendre les joues comme ça et faire. Non mais c'est vrai, ils ont tous l'air. Ils vont être contents de savoir ça. Ouais, non, vous avez vraiment une équipe formidable. Merci. Mais ça a commencé avec vous en vrai. Hein. Donc, bah ouais. Vous êtes. En fait, c'est quand on a commencé à créer les différents créneaux et tout, on s'est dit mais au final, vous deux, vous étiez la première team Nota Bene en fait. J'imagine. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on se le disait à l'époque, mais j'imagine que c'est... Les premiers gens que j'ai embauchés sur la chaîne, c'était vous deux. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est une sacrée responsabilité sous ma finalement. pression, Sous la pression de Kali qui disait embauche des gens, j'en peux plus, embauche des gens. Mais non, c'est rigolo. Faut expliquer un peu le contexte. Déjà, c'est au moment de ton livre, non? C'est ça? Ouais, bah non, mais on explique le contexte du début de cette collaboration et ensuite on vient à présenter vos chaînes. Mais en gros, à l'époque, je suis contacté pour faire mon premier bouquin, Les Pires Batailles de l'Histoire. L'éditeur me dit, ouais, bon, il me file un avaloir qui est énorme, honnêtement, à l'époque. Pour moi, c'est une. Je suis désolée, mais ça va me ça sonne cet avaloir comme une pluie de thunes et je suis en mode waouh, incroyable, qu'est-ce qui se passe, c'est génial, tu vois. Un livre comme une pluie de thunes. Non mais c'est des trucs super rares, tu vois, franchement, même quand j'en parle encore aujourd'hui, j'ai jamais eu un avaloir aussi gros qu'à l'époque comme ça. Le mec, ils y croyaient, donc tu vois, content. Et le gars, il me dit par contre, on livre dans 6 mois. Je lui dis ouais, y a pas de problème. Et moi, j'avais jamais écrit de bouquin, tu vois, mais je me suis dit ça va être formidable. Allons-y. Et je commence à travailler sur le bouquin. Et là, très rapidement, au bout de 2 semaines, je me dis mais je vais jamais y arriver en fait, c'est pas possible. Tenir la chaîne YouTube et en même temps faire le bouquin, je vais jamais y arriver. Soit la chaîne YouTube ça va être de la merde, soit le livre ça va être de la merde. Mais soit je divorce. Soit Kali divorce. Je peux pas faire les deux. Il y a Manon. T'imagines monter Il y a Manon qui a la chaudière. Ouais. Non, c'était très très compliqué. Non, mais t'imagines, on a sauvé une chaîne YouTube. Un couple et un couple. Je l'ai fait pour ça, moi. C'est ouf. On savait pas tout ça en fait à l'époque. Et donc c'est là où je dis mais en fait il me faut du renfort. Et donc c'est sous cette pluie de tunas. Il y a Manon qui est par terre. On la voit en plus en train de faire un selfie. Vas-y, on est là. Et en fait cette pluie de tunas qui était comme ça devant moi, je me disais ouais ouh, en fait c'est pas qu'elle a fondu parce que vous n'avez pas tout grillé, c'était pas cher à l'époque, mais du coup je me suis dit il faut du renfort, donc venez les gars quoi. Et donc il faut dire qu'on se connaissait quand même déjà un petit peu. On se connaissait de par la vidéothèque d'Alexandrie, de par tout ça, et donc Monté t'es venu en renfort sur la chaîne à l'écriture et toi t'es venu en renfort en tant que monteur. C'est ça. De toute façon, l'inverse aurait été un peu plus compliqué parce que c'est vrai que j'avais moins d'acquaintance avec l'écriture à l'époque en tout cas. Et être monteur, pour toi, c'était déjà on était potes, donc ça me faisait vraiment plaisir. Et puis bosser un petit peu sur autre chose, c'était vraiment très enrichissant, vraiment très très chouette. Et puis toi, t'avais déjà un pied de façon dans l'histoire parce que tu fais la linguistique historique. Oui, moi c'est linguistique historique et évolutive mon créneau. Puis l'histoire, je lis aussi beaucoup de bouquins d'histoire, donc puis j'aime beaucoup ça, donc ça aide. C'était cool. Et c'est vrai qu'à l'époque, on va y revenir très bientôt, mais moi il y a des scripts que t'as écrits où je m'en souviens encore. Et je m'en souviens pas. Moi, non mais attends, la plupart des scripts que j'ai écrits, il m'a dit tout à l'heure et tout, je fais putain, je sais plus du tout ce que j'ai écrit. Non mais attends, la conquête de l'Ouest, mec. La conquête de l'Ouest, je m'en souviens parce que j'ai fait les cartes aussi. Et ça, j'en souviens. Et quand tu écrivais tout ce qui était la destinée manifeste et donc ce qu'il y avait derrière cette volonté américaine de colonisation, tout ça et tout, moi je m'en souviens encore. Et c'est un concept que j'ai intégré et que j'ai retenu encore aujourd'hui. Je suis content de t'avoir appris des choses, écoute. Bah oui, non mais c'est vrai. Tu sais que je me souviens d'une conversation qu'on a eue tous les deux à l'époque où tu m'as dit, on parlait évidemment de notre boulot, et en fait tu m'as dit j'écris avec la petite voix de Ben dans la tête. Bah ouais, en même temps
pour choper la même rythmique en fait c'est particulier d'écrire pour quelqu'un d'autre, hein, c'est un autre travail. Ouais. Ouais, bah c'est clair. Alors pour ceux qui connaissent pas un petit peu votre boulot, on va revenir un peu dessus, puis on va revenir sur les différentes collabs qu'on a pu faire ensemble. Je propose qu'on commence par toi, Nico. Allez. Puisque bah, en fait, tu t'es lancé en même temps que moi à peu près. Toi, Monté, t'es arrivé un petit peu après, t'es arrivé en 2015. Tout début 2015, janvier 2015. C'était août-septembre 2014. Ouais, on est arrivé vraiment en même temps. Et du coup, toi, t'as lancé une chaîne. On va peut-être pouvoir en voir un extrait prospère. Donc ta chaîne qui s'appelle Pilote, la chronique série. Voilà. Si ça se lance un jour. Si Prosper arrive à se retrouver le pauvre dans tout ce qu'on a refilé. Non mais meubles, je te dirai quand je l'aurai. D'accord, ok, voilà. Non mais c'est pas grave. C'était très cool en fait ouais. à cette époque. Non mais c'était très cool cette époque-là. Ce qui était en fait, t'as tenu cette chaîne pendant près de 3 ou 4 ans quand même, assez longtemps. Plus, en fait, j'ai commencé en 2014 et le dernier épisode c'était en 2019. Donc voilà. Oula, c'est vieux ça, Prosper. Vas-y, mets-nous ça. Ah là, ouais. Ouais, bah oui, on veut le son. Non. Vas-y. Fait exprès. Ouais. En tout cas, j'espère que pour le prochain épisode, tu vas prendre une série sympa, hein, parce que tes trucs de dépressif, ça va 5 minutes. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent juste se détendre, passer un bon moment, c'est tout. Pardon? Oui, tes trucs de dépressif, ça va 5 minutes. Non, après. Bah, les gens, ils veulent juste se détendre et passer un bon moment. Branche tout de suite la caméra. Voilà. Incroyable. Et donc le concept, c'était que en gros tu prenais l'épisode pilote de chaque série qui servait de prétexte pour découvrir cette série, quoi. Voilà. Bon, après, évidemment, la chronique a beaucoup évolué. Ça, on l'a pas dit, mais en fait, on était, enfin, sauf toi t'avais déjà un background en fait en audiovisuel. Moi, en tout cas, j'ai commencé, je ne savais absolument rien faire de tout ça. J'ai découvert le montage, le tournage évidemment, l'écriture. Et s'inspirer un peu de tout ce qui se faisait un petit peu à l'époque sur YouTube. Et ouais, en fait, j'ai regardé pas mal de séries à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, ça peut être un bon sujet pour parler de ça et essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer de creuser un petit peu en analysant et savoir ce qu'on regarde en fait quand on regarde une série, parce qu'à l'époque, en 2014, c'était encore le grand boom d'HBO. Tout le monde considérait que les séries, c'était comme du cinéma. Voilà. Donc c'était une époque assez bénie pour la série et j'étais en plein dedans aussi. Et donc voilà, au fur et à mesure, c'est passé d'une chronique plus orientée critique à une chronique qui donnait la parole à des universitaires. J'ai commencé à donner la parole à des universitaires en allant les interviewer et en essayant de construire des sujets autour de leur recherche. Il y avait des trucs aussi, c'est qu'il y a un jour tu me dis putain Ben, il m'arrive un truc de ouf, j'ai été contacté par Netflix et tout, mais c'est ouf, ils m'envoient sur une série, je sais pas trop ce que c'est, à Atlanta, je vais aller filmer machin et tout. Nous tu sais, on était trop contents pour toi, on se dit putain c'est cool, il va aux États-Unis, la chance et tout, voilà. Tu pars là-bas. Puis c'était Netflix en plus, c'était ouf. Mais en fait je croyais que c'était un scam moi, au début. Remettez-vous un peu dans le contexte, c'est-à-dire que sur Twitter je reçois un message privé de Netflix. Déjà tu dis bizarre. Mon expérience sur internet me dit là tout de suite de faire attention à ce qui est écrit. Et en fait non, c'était pas du tout un scam, c'était pas du tout ça, c'était vraiment Netflix qui m'invitait à aller voir la production d'une série qui était complètement inconnue, dont personne n'avait entendu parler. Et c'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. C'était en 2016. C'était fou. Ouais. Et en fait, je me pointe je prends l'avion et tout, avec le capitaine du Nexus 6 qui m'accompagnait à l'époque. Et je me pointe sur un studio de tournage avec plein de décors des années 80. Avec une école refaite, avec une chambre avec Donjons et Dragons partout. Et en fait, c'était, je l'ai appris plus tard, mais c'était la série Stranger Things. Ouais. Donc j'ai été le premier, je pense, au courant qu'il y avait une série. Et le premier français. Je sais pas si c'était le premier français, mais en tout cas, l'un des premiers à être au courant qu'il allait avoir une série axée nostalgie en fait des années 80 qui allait être diffusée sur Netflix. Et donc voilà, il y avait des NDA dans tous les sens, on pouvait pas en parler, machin, ce qui était normal, tu vois. Mais c'est je pensais pas du tout. Enfin, je pensais que ça allait marcher, mais pas cartonner à ce point.
Et en fait, ça a été l'un des plus gros succès de Netflix jusqu'à encore aujourd'hui, quoi. Ouais, et moi je me souviens, j'avais vu les images qu'elle t'avait ramenées, on se disait, putain, c'est ouf cette série. Puis quand on a vu l'explosion de la série, on s'est dit, putain, Nico était dessus, c'est incroyable. Mais je sais pas si vous vous souvenez de la scène de fin de la première saison. La scène de fin de la première saison, enfin je veux pas spoiler, mais il n'y a pas vraiment de spoil, mais en gros, ça se passe dans un gymnase et il y a une piscine. Il y a une piscine où en fait ils essayent de reproduire une expérience. Bref, je vous passe les détails. Et ben en fait j'étais derrière et je voyais en fait la scène se tourner devant moi. Donc ouais, c'était une expérience assez folle. Et par contre, on n'est pas resté très longtemps. On est resté quelque chose comme 48 heures. Ouais, on n'a même pas eu le temps de se décaler avec le jet lag, quoi. On était déjà rentrés. Et du coup, en fait, c'est vrai que tu étais venu en renfort sur Nota Bene à cette occasion quand il fallait que je bourre sur mon bouquin et tout. Et puis, tu as quand même fait cadreur aussi sur certains reportages. C'est-à-dire que les premières collaborations que j'ai pu faire avec le musée du Louvre, qui ensuite d'ailleurs ont vraiment professionnalisé la chaîne dans le sens où ça m'a permis d'obtenir plein d'autres contrats derrière qui ont permis de développer la chaîne, c'est avec toi qu'on l'a fait. Donc par exemple, on a fait, là il y a un petit extrait de 4 expéditions au musée du Louvre, et donc on peut voir l'extrait, c'est toi qui filmais derrière, quoi. Voilà. C'était assez ouf en fait, hein, à ce moment-là. En fait, on était en voie de professionnalisation, on va dire. On filmait avec une caméra. On filmait avec un DSLR. C'est un 70D. Aujourd'hui, franchement. C'est un 70D, je crois. Je crois que c'était ton 70D, comme ça. Et en fait, on se pointe au Louvre et en fait, on avait le Louvre pour nous, quoi. Et c'était complètement dingo. On est arrivé dans la... Bon, c'est pas dans le film, mais on a eu l'occasion de rentrer dans la salle de la Joconde. Il y avait personne. Ouais, on était tout seuls. Et c'était complètement fou. Complètement fou. Moi, de ça, du Louvre, ce que je me souviens surtout, c'était le stress en fait de cet épisode, parce que c'était l'une des premières fois où en fait, pour Nota Bene, on travaillait avec devant la Joconde. Ouais. C'est l'une des premières fois où on travaillait avec un client, tu vois, un peu énorme. Enfin, tu vois, le Louvre, c'est dingue. Et en fait, il y avait quand même la pression de la réal de faire quelque chose de propre, qui montre en fait que, ok, on vient de YouTube, mais en fait, on sait faire les choses, on peut le faire, et c'était très particulier, ça, parce que, en gros, à ce moment-là, c'était simple. Soit ça se passait bien, et potentiellement, ça ouvrait des portes, soit on faisait de la merde, et plus personne ne voulait bosser avec nous, quoi. Et voilà. Ça, je me rendais pas compte en fait à l'époque. Enfin, moi, ce que je voyais, c'est que je bossais avec Ben et que ça me faisait plaisir. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça m'a permis aussi de progresser en fait à ce niveau-là, parce que j'avais moins, je l'avais quand même un peu, quoi, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose. Vous étiez bien stressé quand même. Surtout quand le premier jour du tournage, le matin, on enregistrait tout le son sur un enregistreur externe, et c'est arrivé en fin de matinée, au début d'après-midi. Pour le son, t'as pas précisé, mais oui, c'était pour le son enregistreur. Ouais. Je regarde Nico d'un seul coup, et là je deviens tout blanc, et je me dis putain Nico, je crois que j'ai merdé là, on a un problème. Il me fait bah, qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, depuis ce matin, j'ai rien enregistré. Il y a pas de son. Et on avait enregistré toute une matinée, quoi. Enfin, je veux dire, on était arrivé tôt le matin, je sais plus à quelle heure, mais enfin voilà, il était quasiment l'heure d'aller bouffer, quoi. Et en fait, on n'est pas allé bouffer, et on a repris les choses dans l'ordre, et on a tout refait. Et on a réussi. Et c'est grand, le Louvre. C'est très grand, c'est très très grand. On était très fatigués. Je me souviens à la fin, on s'est posé au domac à la sortie, et genre vraiment, on n'arrivait même plus à sortir du domac. En fait, on dormait sur la table, quoi. C'était dur, hein, c'était dur. Et donc on a collaboré là-dessus. Et puis ensuite, toi, il y a un moment là. C'est vrai qu'on avait collaboré, on a fait des collabs sur Game of Thrones aussi. Via ma chaîne. Voilà, on a fait de la série. Et puis après ces collabs, toi, il y a un moment donné où t'as commencé à vouloir prendre un peu de distance avec YouTube. Et moi, c'est le moment. Attends, t'as eu Lina aussi. On a bossé avec Lina. Ah, c'est vrai qu'on a fait Lina aussi. Ouais, on a fait toute la série sur la propagande. C'est le dernier truc que j'ai fait avec toi à ce moment-là. On a fait 3 épisodes sur la propagande avec Lina. Ça, c'est vrai que c'était très cool. C'était super chouette parce qu'on avait accès à des archives incroyables. Et c'était Usul qui était à l'écriture. Ouais, c'est vrai. Déjà à l'époque. Voilà. Et donc après ça, t'as voulu prendre un petit peu de distance. Et il se trouve que moi, je bossais avec Amnesty. Ouais. Et là, la personne que j'avais rencontrée chez Amnesty International, où on avait fait un truc sur l'abolition de la peine de mort, me dit bah tiens, je cherche quelqu'un pour bosser avec moi, tout ça et tout. Et donc je fais ah bah tiens, peut-être qu'on peut mettre l'audio, parce que vite fait il y avait en fait je faisais la voix d'un truc animé, quoi. Les droits de l'enfant. Ah, ça c'est le deuxième compte. Ouais. Raconte. Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais s'il n'y avait que ça,
En 2019, un enfant sur 5 est privé d'éducation, lorsque des milliers d'autres vivent en zone de guerre et doivent parfois quitter seuls leur pays pour vous voyez, c'est joyeux. très fun, hein, c'est vraiment très très fun. Ouais. Bref, et du coup, ce camarade d'Amnesty, il fait bah tiens, je publie une annonce, je cherche quelqu'un pour m'épauler dans le service audiovisuel. Il vient de voir toi. Amnesty. Et tu sais, il vient me voir moi, il me fait t'aurais pas quelqu'un? Je fais bon, si, il y a mon copain Nico. Et voilà, et puis donc je vous ai mis en relation, je t'ai démerdé après. Bah, après, enfin voilà, c'est vrai que c'est un moment, enfin c'est un métier, l'audiovisuel, enfin tout dépend dans quelle branche tu bosses, parce qu'en fait c'est vrai que c'est très très large. Mais quand t'es monteur et indépendant, etc., c'est un métier assez solitaire. Et c'est vrai que j'avais envie de me professionnaliser jusqu'au bout, c'est-à-dire que enfin voilà, j'avais l'expérience YouTube, l'expérience du montage, l'expérience de tout ça, mais j'avais pas l'expérience de réalisation vraiment, et je la voulais, et c'est à ce moment-là où je tournais un petit peu en rond. C'est pas que je voulais pas continuer à bosser avec toi, mais je voulais avoir des collègues, être dans quelque chose où il y ait des échanges de création, etc., en physique, on va dire. Et donc du coup, ouais, j'ai postulé parce que à Amnesty via. Mais via si je peux me permettre, je pense que tu as aussi vécu quelque chose que beaucoup sur YouTube ont vécu, beaucoup de youtubeurs ont vécu, cette espèce de solitude, parce que bon, en fait, on n'en a pas trop parlé, mais en fait, on s'est rencontrés effectivement très vite. Parce que vous avez traîné sur quelques forums pour vous donner des conseils, etc. J'avais créé la vidéothèque d'Alexandrie. Et en fait, voilà, on avait créé un forum qui s'appelait la vidéothèque d'Alexandrie, où l'idée c'était de pouvoir se réunir en tant que jeunes créateurs sur YouTube et de pouvoir s'échanger. C'était votre idée, ça, faut le dire. Hein. C'était se filer un coup de main. En fait, Ben, comme il venait du milieu de l'audiovisuel, il avait quelques connaissances techniques qu'effectivement. J'ai vu que monter, il avait quelques soucis en colorimétrie au début. Après, j'aime toujours bien les couleurs, hein, j'en mets toujours beaucoup. Hein. Et c'est vrai qu'on a vachement, on s'est vachement entraidé là-dessus. Je me rappelle, on passait énormément de temps sur Mumble, TeamSpeak ou je sais plus, à discuter parce qu'en fait, on était seuls. Et ça, c'est quelque chose. Et ça faisait du bien en fait d'échanger, mais ça a été une période très enrichissante en fait, parce qu'on a appris énormément de choses. Comme je le disais, en fait, on débarquait en fait, vraiment. Moi, j'ai fait des études de géo, quoi, donc j'ai jamais eu aucun background en audiovisuel, et c'est vraiment grâce à nos conversations, le fait de se retrouver tous les soirs, tous les jours, et discuter de nos problèmes pro, hein, évidemment, et perso aussi, parce que ça a permis de nouer des amitiés. Ça nous a fait vachement progresser. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, quoi. C'était fou. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, la solitude est trop pesante. En tout cas, pour moi, elle était trop pesante. Et il me fallait autre chose. Et donc, du coup, ouais, j'ai postulé à Amnesty via ton conseil. Et alors, je sais pas si ça a joué, peut-être. Je n'en sais rien. Moi, comme je dis, Stock a fait le taf après. Ouais. Mais après, la personne qui t'a proposé, je le connais très bien parce que c'est encore quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui. Et il n'avait pas le final cut de la décision, quoi. Donc, voilà. Et donc, j'ai été pris, j'ai bossé pendant 2017 jusqu'à 2020. Ouais, 5 ans et demi. Quelque chose comme ça, Amnesty, et avec cette fameuse personne, Arnaud, avec qui je travaille encore, on a construit toute la production audiovisuelle d'Amnesty International France, à nous deux, évidemment avec toute l'ONG derrière, hein, mais en tout cas en termes de prod et en termes de construction de sujets, de format, etc., c'est nous. Et on est allé jusqu'à produire des documentaires de 50 minutes qui sont diffusés au cinéma, quoi. Ouais, donc c'est cool, ouais. Donc ça a été une expérience assez folle. Et du coup, alors t'as vraiment totalement laissé ta chaîne YouTube de côté ? Bah non, parce qu'en fait, le dernier épisode que j'ai fait, c'était en 2019 et j'étais déjà à Amnesty. Mais en fait, ça a un peu changé de ton. Depuis, en fait, à partir du moment où je suis parti à Atlanta, j'ai complètement changé Atlanta pour Stranger Things. Je me suis dit, j'aimerais bien augmenter qualitativement parce que ce que vous avez vu là, c'était vraiment le deuxième épisode peut-être. Donc vraiment, c'était le tout début. Et en fait, après, je me suis mis à me dire, bon, j'aimerais bien aller au-delà de la critique de séries et proposer quelque chose d'un peu plus analytique et haut
en termes d'analyse d'image. Et donc, j'ai commencé à lire des articles universitaires sur l'analyse de l'image, à lire énormément de bouquins sur le sujet, etc. Je me suis créé un petit réseau dans ce milieu universitaire. Et puis, depuis, en 2019, en tout cas, j'avais interviewé des universitaires sur les fins des séries et essayer de savoir pourquoi est-ce que la fin des séries nous marque autant. C'était ma question. Et je m'étais arrêté là parce que c'était le moment où on commençait les gros docus à Amnesty, donc j'avais plus du tout le temps de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu fais quoi ? Et maintenant, on fait les appels de pied là en fait. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, pardon, j'accélère, je suis très bavard. Et maintenant, aujourd'hui, du coup, je suis plus à Amnesty, mais je travaille toujours pour eux. Mais j'ai plus de temps. Et avec Arnaud, donc la personne qui t'avait contacté, on a décidé de relancer Pilote. Et là, on revient, j'espère d'ici la fin de l'année, sur un gros sujet où on se pose la question de savoir si les séries sont toujours des phénomènes culturels aussi important que l'était Game of Thrones à l'époque. Il faut se souvenir que Game of Thrones c'était quand même quelque chose d'assez épique, et même s'il y a aujourd'hui la série continue via des spin-offs, etc., c'est pas du tout la même ampleur, et il y a aucune série, d'ailleurs il y a beaucoup de productions en fait qui cherchent à refaire l'effet Game of Thrones, pas que en fantasy, en plein d'autres genres, et en fait c'était de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'ils y arrivent pas, et à cause de quoi. Voilà. Et pour ça, j'ai interviewé 3 universitaires aussi. J'ai trop hâte de voir ça. Trop hâte, et on te souhaite tout plein de vues. Merci beaucoup. C'est assez flippant parce que c'est vrai que ça fait 5 ans et je me demande un peu ce que ça va donner. Mais bon, on verra, c'est un peu la surprise. Le lien de ta chaîne a été mis dans les chats, donc voilà. Mais et alors toi, Monté, c'est vrai que t'es arrivé en 2015. T'es arrivé aussi par la vidéothèque, non ? Tout à fait, j'ai lancé ma chaîne en janvier. Je pense que je suis arrivé sur la vidéothèque en février 2015. Tu venais chercher quoi, toi, sur la vidéothèque ? Savoir comment faire des vidéos sur Internet, essentiellement. Moi, il faut savoir que j'avais voulu faire des vidéos sur YouTube genre bien avant, et puis après, j'avais fait mes études, et puis après, du coup, comme j'étais en Autriche à cette époque-là, j'avais perdu mon travail pour des raisons de santé, et c'est là où, en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai décidé d'en faire, et du coup, comme tu avais lancé la vidéothèque, de prendre conseil, quoi. Donc au départ, j'étais surtout venu prendre conseil. Premier conseil qu'on m'a donné, c'est arrête de regarder le retour de la caméra. C'est vrai. C'est qui a dit ça ? C'était Kali qui me l'avait dit, je crois. Et c'est vrai qu'il faut pas regarder le retour de la caméra. Est-ce qu'on peut voir ce petit extrait là avec le son ? Oh là là, t'avais énormément. Désigne le petit animal ou le petit d'un animal. Ça désigne donc les deux, aussi bien le petit en tant que l'enfant ou alors le retour, petit de taille. Donc en gros, pour résumer, les latins ont utilisé poullus pour désigner le coq ou le poulet. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, tiens, en fait, le coq, il fait coco coco, donc ça, c'est un coco. C'est comme si je disais, ça, c'est plus une vache, c'est une meule. Il y a du rythme, hein. C'est dur à regarder. Allez, garde les yeux ouverts. Si j'avais su qu'on allait me faire ça, je sais pas si je serais venu. C'est dur. On va lui rajouter les allumettes et on va... Vas-y, regarde. T'inquiète. Mais j'y suis passé aussi, t'inquiète. Mais j'appréhendais, c'est laquelle, tu vois. Et là, c'est vraiment dans le début. C'est vraiment dans le... on parle des débuts. Parce qu'au départ, je m'étais quand même fixé de faire une vidéo par semaine, direct. Parce que le rythme que j'ai dû faire pendant un an... La fameuse rythmique, en fait, qu'on essaie de s'imposer. Bah ouais, apparemment c'est ce qu'il fallait faire. C'était ça, mais en vrai c'était ça. Hein. Nous aussi, il faisait une vidéo par semaine. Même la semaine où j'ai accouché, il a sorti une vidéo. Pour dire attention, je sors pas de vidéo. C'était cette vidéo cadrée sur le parking de l'hôpital. Ouais, c'est ça. Désolé, pas de vidéo. Qu'il avait tourné en avance. Enfin bon, bref, mais c'était ça à l'époque. De toute façon, il fallait, si on voulait percer entre guillemets, il fallait une régularité, il fallait un truc. Il y avait quand même énormément de pression en fait au départ quand on y réfléchit sur et d'attente tous vis-à-vis du truc, parce qu'en fait on était tous dans des situations quand même ultra précaires. Moi j'étais au chômage, on avait 2 enfants en bas âge, donc voilà, j'avais perdu mon boulot et je m'étais dit bon vas-y, j'ai 2 ans de chômage, pendant 1 an j'essaye de faire un truc qui me plaît, mais en vrai j'y croyais pas, et pour moi c'était un truc que j'allais rajouter sur un CV en disant regardez, je suis pas resté à rien foutre quand j'étais au chômage, mais voilà. Puis enfin toi aussi t'étais dans une situation, on était tous un peu... ouais, enfin moi j'ai jamais eu la prétention, enfin de toute façon aucun de nous, de toute façon je pense, de percer, de réussir, etc. Voilà. C'était vraiment me former à quelque chose et essayer d'avoir des retours, vraiment, ça paraît un peu... Moi je pensais pas du tout qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant ça. Déjà à l'époque on pouvait, mais en fait c'était précaire, c'était des montants très bas, puis autant nous on arrivait avec l'histoire où c'était un sujet hyper large. Bon, les séries c'est mainstream,
c'est, tu vois, ouais, mais bon, voilà. Il y a pas mal de gens Toi, qui t'arrives avec Oui, de c'est la linguistique, quoi. Ouais, franchement, Enfin, franchement, bravo. voilà, Ouais. Moi, je pensais vraiment pas que ça pourrait marcher, hein, vraiment. Mais du coup, je suis très content que ça marche. Je l'ai dit. Ouais. Bah oui, Ouais. non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on n'envisageait pas du tout ça à l'époque et en fait on l'a fait parce qu'on avait juste envie de partager des trucs au départ et de s'occuper en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est des. Moi je dis souvent, hein, c'est un accident bien heureux quoi, nota bene quoi. C'est ce qui nous est arrivé. Donc c'est plutôt cool. Mais dès le début, sur les premières années, il y avait quand même une grosse pression. Même quand t'as YouTube après qui a commencé à s'emparer un peu du sujet, et à nous dire ouais, on peut vous filer des conseils, tout ça. Il y avait ce côté. Faut produire, et puis ces croyances autour de l'algorithme, et ouais, il faut être productif, il faut faire ci, et puis quand t'as un épisode ça marche pas, ça te tient à cœur, et puis tous les premiers commentaires négatifs qui arrivent, compliqué ça, tiens, vous l'avez vécu comment vous Je sais pas trop. Après, moi, je lis plus les commentaires. Ça doit faire 4 ou 5 ans. Je sais que c'est des trucs qu'il faut pas dire. L'aspect blasé du truc. C'est des trucs qu'il faut pas arrive. dire, mais. Mais en même temps, comment tu veux faire? Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais. c'est. Bon, après, moi, j'ai géré aussi la chaîne YouTube d'Amnesty, donc c'est encore autre chose en Oui, termes voilà, d'insultes, ouais, etc. bon. Enfin, voilà, c'est autre chose. Mais quand ça te concerne toi et que tu reçois ce truc-là, que t'es débutant et que t'as tes premiers commentaires et que t'as quelqu'un qui t'insulte dans les commentaires, bon. Oui, ça fait jamais plaisir, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que tu prends un peu de recul et tu dis bon. Après, moi, il y a. Enfin, on n'était pas jeune, tu vois. Enfin, Ouais. on aurait été T'es pas vrai, t'es plus- adolescent. je suis le plus jeune ici, non? Ouais, Je crois que t'es ouais. plus jeune, mais en fait, moi, Ouais. quand j'ai commencé, j'avais 28 ans, 20 Mais 27 après, ans, on ça était va. aussi un groupe, justement, Oui, aussi. grâce à la vidéothèque, et je pense qu'on se déchargeait beaucoup ensemble Ah de ouais. ça, Ouais, on en de ouf. Et ça discutait, aidait beaucoup, et ouais. c'était très aidant, en fait, de pouvoir discuter avec des gens qui faisaient la même chose que nous, qui vivaient les mêmes trucs que nous, et... Puis surtout que moi, à cette époque-là, j'étais en Autriche vraiment tout seul, quoi. Genre, j'avais pas d'autres contacts avec la langue française à part ce forum, quoi. Et du coup, j'avais pas non plus de contact avec le public potentiel. Moi, c'est vraiment, j'ai vécu le contact avec le public quand je suis revenu m'installer en France, où là, j'ai vu ce que ça avait d'être reconnu dans la rue, parce que ça ne m'était jamais arrivé avant en Autriche. Vous doutez bien que ça allait de ce côté-là. T'aurais pu. Donc, ça. non, mais ça m'a protégé aussi quelque part, parce que du coup, je faisais des vidéos sans vraiment avoir de prise avec ce que ça pouvait avoir socialement. Mais moi, j'ai un peu le fil là, mais c'est vrai que j'ai le souvenir de toi comme quelqu'un qui écrit tout le temps. Et à cette époque-là, tu étais tout le temps en train d'écrire des vidéos pour Ben, tu vois, tout le temps. Et tu as écrit des bouquins aussi. Ouais. Et tu t'es même auto-édité. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, parce qu'on était aussi dans cette période-là où on a été vachement, nous, en tout cas pour Nota Bene, contactés par tout de suite les éditeurs. Ils ont commencé à voir qu'il y avait du peut-être pognon à se une faire, machine à pognon derrière. Et beaucoup de vidéastes ont commencé à sortir des livres, des jeux. Enfin, il y a eu vraiment tout un truc là-dessus. Et toi, tu as choisi aussi de... Moi, j'ai refusé les offres des éditeurs au départ, parce qu'ils voulaient me faire des bouquins qui me ressemblaient pas du tout à ce que je voulais faire. Ah bah ça. Au début, j'ai fait au moins 4-5 maisons qui sont venues me chercher et j'ai dit non. Et là, je suis content parce que pour le coup, le bouquin là, que j'ai sorti avec une maison d'édition, Les mots sont à Patrick, je sais, c'était genre l'année dernière, un truc comme ça. Pour le coup, là, ils sont venus me chercher, mais ils connaissaient ma chaîne, ils connaissaient mon boulot et ils m'ont dit non, on veut te faire ce que tu veux, ce que tu aimes faire. Et pour le coup, ça marche bien. Donc maintenant, il y a aussi une forme d'intelligence chez les éditeurs. Ils sont beaucoup revenus des bouquins de youtubeurs. Moi, j'ai eu des grandes discussions avec mon éditeur là-dessus. Bah, c'est clair. Parce qu'il y a eu vraiment à boire et à manger. Et maintenant, ils en sont revenus. Et donc, les éditeurs étaient eux-mêmes pas formés, en fait. Ils se sont dit, ce que m'a dit une meuf qui bossait chez Larousse, elle m'a dit, mais en fait, t'as une poule aux œufs d'or dans les mains, tu pourrais être le Squeezie du livre, vas-y, fais de la merde, on s'en fout, les gens achètent. Je dis, mais oui, mais moi, j'ai pas très envie, quoi. Mais tu sais, c'était Kali, on l'avait contacté parce que tu avais ta chaîne Les Topovores qui fonctionnait du tonnerre de ouf, et tu avais été contacté par une très grosse maison d'édition dont on taira le nom, qui t'avait proposé de faire un bouquin, et toi tu y avais été. Ouais, moi j'avais été avec un bouquin type Topito en fait. J'ai rien contre Topito, juste c'était pas ce que je faisais, c'était pas mon contenu. Et donc j'étais arrivée avec un bouquin de Topito en disant mais moi en fait ça je ne veux pas faire. Voilà ce que j'aimerais faire, et j'avais montré un autre bouquin qui me plaisait, etc. avec un peu de contenu. Et en fait la meuf elle m'avait dit non, moi je veux que tu fasses du Topito, voilà. Et surtout elle me proposait un contrat. Ah, c'était à 1,5% de rémunération, Non, c'est ça? c'était à 0,5 0,5 ou quelque Ouais, chose c'est comme ça, ouais, c'était 0,5% de rémunération sur les prix de vente du bouquin. Pour Kali, Et alors là, que c'était l'autrice. Tu te dis, mais comment est-ce que tu peux genre vraiment. Il t'aurait craché à la gueule, c'était pas. ouais, franchement, j'ai avait une rigolé en disant, mais déconsidération, ouais. vous moquez de moi en fait, jamais. Et encore, j'ai l'impression que ce que tu disais, les fameuses poules aux œufs d'or, en fait, vous étiez dans une situation. Enfin, je dis vous parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai eu une proposition que j'ai pas voulu faire.
vous étiez dans une situation avantageuse par rapport à énormément d'auteurs. Parce qu'en fait, il y a énormément d'auteurs, d'autrices aussi qui galèrent, mais H24 en fait, déjà pour se faire publier, mais aussi pour se faire rémunérer correctement. Il y avait aussi ce truc en fait, il y a beaucoup d'éditeurs aussi, mais beaucoup d'autres secteurs. T'as un secteur émergent comme le nôtre qui arrive, t'as des nouveaux auteurs, des nouveaux vidéastes, etc. C'est vas-y, on va leur sauter dessus, on va leur expliquer que soi-disant les règles du métier, c'est ça. Et au départ, certains ont pu se faire avoir, mais après, je pense aussi qu'on avait la force du collectif qu'on avait, c'était aussi de pouvoir discuter entre nous, avoir des retours, de comparer, de donner nos chiffres et de se rendre compte qu'en fait, t'en as un qui essaie d'avoir l'autre. Bah non, attends, demande plutôt ça, demande plutôt ça. En plus, au début, ils nous disaient bien, ça, il faut pas en parler aux autres. Puis, du coup, on rentrait le soir en disant, les gars, moi, ils m'ont dit de pas en parler, mais du coup, quand même, ça serait bien de. Ah, vous avez eu on avait aussi cette peur. Enfin, moi, quand t'as pas de thune, t'as aussi cette peur de cette proposition. Peut-être qu'elle a rien, mais t'en as peut-être besoin quand même. Ouais. Et en fait, tu te rends pas compte à ce moment-là que t'as quand même une valeur et que ce que t'apportes, c'est vraiment. Si on vient de chercher toi, c'est qu'il y a une raison, quoi. Après, ça, c'est un cheminement aussi, c'est une construction. Il faut avoir la confiance aussi dans son travail. Au départ, c'est compliqué quand tu viens d'un endroit où moi, j'avais jamais fait de vidéo avant, quoi. Donc, Ouais, puis il y a eu cette notoriété, cet engouement aussi. C'est vrai que ce que je dis souvent, et au début, c'est quand on s'est tous réunis dans la vidéothèque d'Alexandrie au départ et tout, là, il y avait un engouement qui était en même temps aussi un peu une sorte d'aveuglement, quoi. C'est-à-dire qu'on était tellement tous contents de créer des trucs, de partager des trucs, d'être tous ensemble dans un élan un peu positif, que même des gens qui faisaient de la merde mais qui étaient contents de partager, et ben on était là en mode ouais, bah c'est cool, tu vois. Bon. Mais il y avait un côté partage qui était hyper agréable en fait à l'époque. Ouais, c'était en fait, mais en tout cas dans les gens qui nous entouraient, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment cette ambition d'apprendre ensemble. Je sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais mais enfin vraiment cette période-là, je m'en souviens encore comme quelque chose d'hyper positif. Je me souviens même indispensable en fait pour déjà avoir se penser comme un créateur. C'était pas donné en fait, parce que t'arrives et tout, t'as l'impression que t'es pas du tout à ta place, tu parles pas à grand monde parce que t'as pas de contact forcément, et là d'un coup t'as 10, 15, 20 personnes qui sont autour de toi et qui disent si, viens, on va faire des trucs ensemble, ça va être chouette, tu vas voir. Et franchement, ça fait un bien fou. Et le fait que, c'est en ça que je nous trouve chanceux à ce niveau-là, c'est que ça nous est arrivé très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à poser des pieds de caméra et à se dire, vas-y, on va créer des trucs, je suis tombé sur la vidéothèque d'Alexandrie et j'ai rencontré Ben, quoi. Et c'est en refaisant le calendrier, des fois, je me rends compte à quel point beaucoup d'événements que j'imagine un peu étalés sur, moi, bientôt aussi 10 ans de vidéo, en fait, sont vraiment sur les 2 ou 3 premières années très, très rapprochés. Tout allait très 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 vite, mais il y avait beaucoup de conventions aussi et beaucoup de lieux de rencontres. Les conventions, les premiers trucs. Où moi, c'est pas forcément que des bons souvenirs. Non, mais ça accélère beaucoup les choses aussi, tu vois. Ma première convention, c'était, toi, tu t'en souviens dans le nom de ma première convention, je sais plus c'était quoi. L'école 42. Ah non, je me rappelle plus. C'était un truc, c'était dans l'Ouest. Mais non, c'était pas à Nantes ou je sais plus. La Cavicon. Ah ouais, dans un hangar là. La Cavicon, et genre c'était un espèce de hangar agricole, tu vois, vraiment c'était c'est des hangars à bœufs, quoi, vraiment, tu vois. Un parc à youtubeurs. Ah ouais, non mais c'était un truc de ouf. Et bon, moi j'étais là et j'étais content parce qu'en fait il y avait plein d'autres créateurs, de gens que je connaissais pas, et toi j'étais content de rencontrer d'autres, et je me dis putain ouais, c'est un univers que je connais pas, mais voilà, ça y est, j'en fais partie, c'est cool et tout, quoi. Et je me souviens à l'époque, j'avais signé chez un network, comme on s'est tous fait niquer par les networks. C'est marrant que tu dises network et que tu ris juste après, tu vois, où on leur filait une partie de notre chiffre d'affaires en échange de rien du tout, de protection. C'était une espèce de mafia, tu vois, vraiment, c'est tout se fait avoir. J'ai mis des années à m'en séparer, c'était horrible. Mais bref, il y avait mon manager de l'époque quand même qui s'était déplacé et il vient me voir, il me fait tu trouves ça bien, Ben? Moi je fais bah ouais, c'est génial, il y a plein de gens, machin, hein. Et moi il fait non, Ben, c'est pas bien, c'est de la merde. Vraiment, il fait là, c'est de la merde, c'est vraiment un hangar à bœufs et tout, c'est pas possible, quoi. Et je me rendais pas compte, et ouais, c'était ultra ghetto, les premières conventions de youtubeurs. Franchement, il y a des trucs. Mais il y en a eu plusieurs, et c'était un peu bizarre parce que moi, je me rappelle très bien de la Vidéo City Paris. Tout le monde nous avait dit de pas y aller. Ouais, c'était plus tard. Ouais, mais tout le monde nous avait dit de pas y aller, etc. Parce que voilà. Et au final, on y a été, et ça s'est très bien passé. Et c'est le seul endroit où on a été rémunéré. Oui. Ouais. Mais en fait, on s'est retrouvés aussi. Enfin, moi, je me rappelle très bien m'être retrouvée dans cette espèce d'effervescence où alors je sais plus qui il y avait. Il devait y avoir Squeezie, il devait y avoir Cyprien. Il y avait un gamin Panda, je sais pas quoi, ou je sais Panda Moqueur. Peut-être, ou en fait, mais à chaque fois, les gamines, elles étaient là, elles hurlaient son prénom et tout. Enfin, il y avait une starification qui était quand même.
Mais il y avait une starification qui était quand même très particulière à vivre en fait, et une position un peu bizarre. Et puis à côté de ça, tu avais d'autres conventions où on traitait limite comme de la merde, tu vois, à devoir dédicacer pendant des heures et des heures. Tu veux citer une ville ou Ouais. Et si t'étais pas là sur ton stand, on va pas les citer parce qu'ils nous ont foutu des coups de des pression. noms. Ils nous ont foutu les avocats. Je vois où c'est situé géographiquement. Ou si t'étais pas sur ton stand pour ta dédicace, vraiment à la minute près, tu te prenais une soufflante. Enfin, c'était vraiment très bizarre cette manière de tu faisais 8 heures de dédicace et si à un moment donné tu t'absentais genre 3 minutes pour aller chercher un soda, t'avais un gars qui venait te dire y a du monde dans la file, faut que tu retournes les gars, je suis pas rémunéré, vous êtes gentils, c'est cool de rencontrer les gens. Et ça, de toute façon, dès la première, la Cavicon, même si c'était naze, honnêtement, il y avait les gens qui venaient et ça déjà c'était cool d'avoir des gens qui viennent et qui te disent putain je regarde ton émission, c'est vachement bien. Toi tu commences à, tu vois, d'un coup, je sais pas trop comment réagir. Ça pose question. Imagine, il y a des gens qui se déplacent pour aller te voir. Alors peut-être qu'il va voir aussi ton voisin, tu vois, il y a pas de souci, mais en fait, il a quand même fait la queue pour aller. Et des fois, il a traversé la France, des fois. Ouais, alors ça je comprends encore moins, si tu veux, mais c'est fou quand même que ça t'arrive. Mais c'était très très bizarre cette sensation. Enfin, voilà, il y avait un truc. On était content de se retrouver généralement. On était content de voir le public, mais quand même, moi je trouve que j'avais un chemin de pensée à faire pour me dire, ok, je suis là, je vais signer des dédicaces. C'est un peu. Moi, je dois avouer que je m'y suis toujours pas fait. Ça va faire 10 ans, mais des fois, je rencontre les gens, je sais toujours pas quoi leur dire. Je sais toujours pas comment gérer. Super mal aussi. Non, mais même juste dans la rue ou même juste dans les événements où tu vas, c'est toujours un moment informel où tu croises des gens. Moi, je suis super mal. Je me sens pas bien, pas toujours très bien, ça dépend. Et des fois, je me sens mal pour eux parce que je me dis, je casse leur moment, quoi. Tu vois. Et tu passes pour un. Oui, ça après, j'imagine, mais c'est dur, ce côté parasocial, il est compliqué à gérer. En fonction de ta forme, si t'as passé une bonne, une mauvaise journée, de plein de trucs du contexte, tu vois, où là, des fois tu t'y attends pas, et puis d'un seul coup, pouf, ça pop. C'est vrai qu'il y a des endroits où tu vas et tu sais que là, t'as plus de chances d'être connu, voilà, et puis t'as des endroits où là tu te dis c'est bon, je suis tranquille, et puis d'un seul coup, paf, t'es au rayon PQ, voilà, et puis c'est compliqué, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'achète du PQ. Ça m'est arrivé devant chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas, j'entre chez moi. Oui, en plein milieu de Fougères, oui, mais j'habite là. Oui. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé une fois. Alors, moi, j'ai jamais été très à l'aise aussi avec ça, même si voilà, ça m'arrive plus du tout. Il y a quelqu'un pas loin de chez moi. Je gare ma voiture. Et j'ai toujours les créneaux un peu difficiles, quoi. Là, donc, du coup, je galère un peu. Et il y a un mec vraiment qui me fonce dessus, mais tout droit. Je me dis merde, j'ai dû lui rentrer dedans ou un truc comme ça. Il me fonce dessus, mais vraiment en regardant droit dans les yeux, il me fait j'adore ce que tu fais. Et en fait, c'est comme s'il continuait en fait tout droit. Il s'arrête pas trop en fait. Juste il me dit j'adore ce que tu fais et il se casse. Et là j'ai fait ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est très bizarre. Nous après on avait des trucs un peu chelous aussi, tu vois, avec des gens qui disaient moi je regarde toutes tes vidéos et en fait je sais où t'habites, je passe tous les jours devant chez toi, mais je te vois jamais. Même quand je regarde par la fenêtre, en gros, tu vois. Et du coup, à quel on est en mode waouh, qu'est-ce que c'est quoi ça fait, tu vois. Donc, c'est flippant. Au début, tu sais vraiment pas comment réagir, quoi. C'est bizarre, hein. Mais cette espèce de début de notoriété là où tu sais pas trop encore gérer, c'est. Enfin, moi, je trouve ça quand même très très particulier à vivre, en tout cas. Voilà, une fois au tout début, on était à la piscine. Et en fait, tu t'es fait reconnaître par des gamins qui devaient avoir 15 ans. Du coup, peut-être qu'aujourd'hui, ils en ont 25. Ouais, salut les gars. Ils ont des gamins maintenant. Ouais. Et en fait, j'étais hyper mal parce que je les voyais, ils étaient en train d'essayer de prendre Ben en photo à la piscine, dans les vestiaires. Et du coup, quand on est parti changer, je disais à Ben, regarde bien sous les portes ou au-dessus parce que ça se trouve, ils vont passer le téléphone pour prendre des photos dans la cabine, quoi. Enfin, j'étais hyper angoissée de ça, tu te rappelles. Et du coup, je suis pas retournée à la piscine pendant longtemps. Ouais, non mais c'est vrai, ouais. Mais je sais pas, c'était quand même très très particulier, ce truc-là, parce qu'au final, en plus, on est des gens comme les autres. Enfin, tu vois, on va acheter du PQ, on va. Je confirme. Ouais. Et il y a aussi ce truc de. Je pense que ça a changé maintenant. Les gens qui se lancent sur YouTube, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais maintenant ils arrivent avec du matériel, ils arrivent déjà avec une préparation, ils ont déjà des modèles, etc. Je pense que pour beaucoup, on était vraiment des gens comme les autres qui et il y avait ce côté youtubeur dans ton canapé, et en fait, ça a développé une espèce de proximité où les gens ils pensaient nous connaître comme on était nous-mêmes.
Et je pense, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a eu. Alors, Twitch a plein d'autres avantages aussi, mais que ce côté spontané et proche, c'est pour ça que Twitch a explosé par rapport à YouTube, qui, je pense, perd vraiment en vitesse. C'est parce que nos émissions sont aussi tellement produites, et j'inclus Nota Bene là-dedans, que ce sentiment de proximité, peut-être qu'il s'éloigne ou il disparaît, quoi. Clairement, tu vois, sur YouTube. Là après, où, on fait sur plus la Twitch- même chose. Non, mais on fait plus la même chose. Il y a mais- quasiment plus de vlogs. Enfin, il y a des gens de la vulgaire, on est beaucoup à avoir fait des vlogs perso Ouais. sur YouTube. Maintenant, on les fait plus sur YouTube. Mais sur Twitch, tu vois, il y a ce côté très de proximité, peut-être qu'il y avait au départ aussi sur YouTube, tu vois, mais qui est toujours là en fait. Après, Twitch, moi, j'ai l'impression que ça perd pour le format plus Insta, TikTok, Ouais, de etc. toute façon, il y a des- il y a Voilà. des modes. Voilà. Mais est-ce Coucou que Roi c'est- Louis. Est-ce que c'est pas mieux finalement? Enfin, tu vois, cette perte en fait, justement, alors, de l'identification, tu l'auras toujours d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'est pas mieux justement que sur YouTube ou sur Internet, sur la production sur Internet en particulier, justement, ces relations parasociales qui sont, avouons-le, un peu bizarres quand même, s'estompent à côté de productions peut-être un peu plus quali, un peu plus travaillé en termes de narration, en termes de production, etc., Bah, etc. je sais pas, je pense que les Je deux. pose une question, hein, vraiment, tu sais, c'est pas. je pense voilà. qu'il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui qui marchent énormément sur YouTube et qui jouent encore sur cette espèce de proximité. Non, bien ou sûr, il y en a cette, encore, je dis pas ça, fausse mais proximité, ouais. comme tu le dis aussi, c'est justement, c'était que le nombre de youtubeurs qui arrivent comme ça avec un vieux pied de caméra et un caméscope, ça existe quasiment plus. Et ça existe quasiment plus parce qu'en fait, ça ne suffit plus en fait de juste montrer sa tête, être sympathique. Je pense que ça va au-delà de ça. Et donc voilà, c'est peut-être moins populaire à ce niveau-là, mais la prod a changé et finalement, bon, voilà, c'est le cours des choses, j'ai l'impression. Alors juste pour reprendre un petit peu le fil, alors juste pour monter quand même, faut signifier que quand t'es arrivé en 2018 sur la chaîne, donc on a fait des trucs ensemble, genre alors on a quelques extraits hein, peut-être, mais de toute façon on va pas écouter l'audio. Pourquoi le Gaulois a disparu. Un bâtard sur le trône, ça c'était sur la série Game of Thrones. Les loisirs au Moyen-Âge. Je me souviens pas de ça. Ouais. Comment planquer un cadavre. La série CNC sur la Première Guerre mondiale. Ça, je m'en souviens bien, parce que je me souviens d'avoir dû négocier avec Arte c'était avec le CNC, pardon, pour un des scripts sur l'Alsace, je me souviens. Ouais. Sur le fond du message que ça voulait faire passer. Ouais. Parce que du coup, ça renvoyait une partie de mon histoire familiale sur les malgré nous, etc. Je me souviens bien de cette phase d'écriture, et c'est pour le coup, c'est vraiment pour moi la série, vraiment, on était les quatre vraiment en tandem, mais en tous les quatre, en quatuor, quoi. Vraiment, c'était vraiment une production industrielle, quoi, à ce niveau-là. C'était peut-être la première série vraiment. Je précise juste parce qu'il y a plein de gens qui connaissent le CNC pour les aides qu'ils peuvent apporter aux vidéastes. C'était pas ça. C'était pas ça. Oui. Là, c'était vraiment une commande du CNC à part, ça n'avait rien à voir. C'était pas des épisodes que nous on produit et qui étaient soutenus par le CNC. Non, c'était pour valoriser des images, non? C'était une commande. Non, à la base, c'était parce que eux voulaient des contenus pour leur chaîne. Oui. Donc c'était pour ça. Et donc ils nous ont contactés et ils font une série sur l'histoire, ça pourrait être cool. On leur avait proposé une série sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, le truc c'est que très rapidement, on a diffusé le premier épisode là-bas. Ça a pas fait beaucoup de vues parce que en plus leur chaîne n'était pas développée et tout. Et moi ça me faisait chier en fait parce que j'étais fier de tout ce qu'on avait fait. Et je leur ai dit mais est-ce que ça serait peut-être cool qu'on prenne nos épisodes qu'on voulait faire pour la chaîne CNC. Je fais moi m'en fous, on les met sur ma chaîne quoi, comme ça au moins ça sera un peu exposé ou ça vous fera un peu de pub et tout. Et donc il m'avait dit bon d'accord, go quoi. Et c'est peut-être du coup la première série CNC qui s'est retrouvée sur la chaîne d'un youtubeur et tout. Et en fait à la suite de ça, avec d'autres personnes, notamment avec Real Myob, de Ness, tout ça, à l'époque on avait fait un petit peu de lobbying, aller voir à droite à gauche machin et tout. Et de tout ça, je dis pas qu'on est à l'origine 100% du truc, mais on a participé au développement de l'aide CNC Talent ensuite qui a aidé énormément de gens à avoir des sous pour faire des séries ou des... Oui, c'était à l'origine, ça n'existait pas, CNC Talent, ça venu juste après. Et à l'époque, on avait fait pas mal de lobbying. Hein. Moi, je sais que j'avais été plusieurs fois au Parlement européen pour aller défendre les droits des vidéastes, ce genre de choses. Pareil, la SCAM, qui est un des quatre grands gestionnaires de droits d'auteur en France, on a beaucoup travaillé avec eux au début pour que les youtubeurs soient acceptés au sein du répertoire de la SCAM et touchent des droits d'auteur sur leur œuvre.
Et aujourd'hui, il y a la SCAM et la SSCD qui le font. Et donc, on avait pas mal d'initiatives comme ça. Et je pense que cette série, elle a participé un petit peu, en tout cas au départ, au fait d'allumer le truc avec le CNC Talent. Bon, en tout cas, moi, je suis très content de ce qu'on a fait. Moi, j'étais content de cette série. Hein. Ouais. Non, mais c'était cool parce qu'en fait, même en termes de professionnalisation, à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte de. Alors, je parlais d'industrialisation, mais c'est un peu vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on avait vraiment chacun un rôle, en fait, dans le truc, et puis on s'était partagé le taf, et en fait, ça roulait. Ouais. Et puis on enchaînait les épisodes comme ça. Chacun, on savait ce qu'on avait à faire. Je suis quand même désolée pour les vignettes. Hein. Non mais t'as fait du mieux que tu pouvais. Pour le montage aussi parce que je pourrais pas le revoir, mais moi je suis. Non, mais je parle vraiment en termes de prod, quoi. En termes de prod, il y avait quelque chose, quoi. Et donc toi aussi, à l'époque, Kali, c'est vrai qu'en nous voyant sur la vidéothèque, tous, on était là à discuter les chaînes et les trucs et machin. Toi, à un moment donné, tu m'as dit, oh, putain, ça fait chier, j'avais je vous trop vois envie, tous en train d'avoir vos chaînes et tout. Moi, ça me. Ouais, j'avais trop envie. Et alors du coup, j'avais envie de faire des tops culturels, d'avoir un espèce de top 5, mais avec de l'info quand même. Et ah oui, ça c'est les reportages. Et en fait, j'ai lancé cette émission le 1er avril parce que comme ça je me suis dit si jamais ça marche pas ou si ça se plante, je pourrais dire c'est pas grave, poisson d'avril quoi. Et j'avais vraiment voilà, parce que je me sentais très très mal en fait de lancer cette chaîne parce que pour moi vous étiez tous dans la vulgarisation, vous étiez tous dans des côtés très scientifiques, voilà, et moi j'arrivais avec un truc de divertissement en fait et j'étais hyper mal. Je me souviens même quelqu'un dans la vidéothèque m'avait dit non mais c'est bon, toi c'est pas pareil. Il y a eu un dédain de ouf parce qu'en fait à un moment donné je pense aussi dans cette sphère de la vulgarisation les gens pétaient un peu plus haut que leur cul quoi. Ouais. Et effectivement toi tu fais des tops tu vois, alors j'ai fait un super reportage sur De Vinci voilà au Clos Lucé. J'étais très 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 à l'aise sur cette vidéo. Il était coupé. J'ai tourné au Louvre avec toi. On a remis le couvert là-bas. C'était assez fou. C'était incroyable. La personne sur place me demandait de faire des blagues et je disais mais en fait moi je ne sais pas faire des blagues. Oui, je vois de qui tu parles. Voilà, donc j'étais super à l'aise avec ça. Et en fait les topovores ça a marché mieux que Nota Bene en termes de progression, de courbe. Ça marchait très très bien et en fait on n'arrivait pas à gérer les deux chaînes en même temps. C'était très très difficile et on a conclu tous les deux qu'il y avait beaucoup plus d'avenir pour Nota Bene que pour les topovores. D'un point de vue alors d'un point de vue de tout, d'un point de vue financier, mais aussi parce que moi porter les topovores c'était très très lourd pour moi et j'avais quand même vachement de mal quoi. Donc du coup voilà. Mais t'as fait quand même un petit bout de chemin hein, sur les topovores. Et avec Nota Bene aussi, on a fait un bout de chemin puisque on est arrivé quand même assez loin. Là, sur les chaînes d'histoire, alors tout dépend comment tu catégorises un peu les chaînes d'histoire, mais c'est vrai qu'on se tire la bourre avec Mamie Twink pour la plus grosse chaîne d'histoire. Mamie Twink, ils sont à 2,3 millions d'abonnés, je crois. Donc pas si loin. Ils sont plutôt spécialisés sur la Seconde Guerre mondiale. Tu fais pas tant de trucs que ça sur les nazis aussi. Ouais, mais il faudrait que je fasse plus de trucs sur les secrets des nazis. Je te l'ai déjà dit. Hein. Face cachée d'Hitler, voilà, les nazis planqués sur la lune, tous ces trucs là quoi, les zombies nazis, tous ces trucs là. Mais aujourd'hui on a la chance d'avoir la plus grosse chaîne. Et alors sur les chaînes éducatives, là j'ai la team qui m'a fait un petit récap. On est 6e, on est la plus grosse la 6e plus grosse chaîne éducative. Numéro 1 Dr Nozman avec 5 millions d'abonnés. Derrière Trash 3 millions, Poisson Fécond 2,6. Ensuite on a Yvan Monca 2,5. Franchement je sais pas qui c'est. Moi non plus je me demandais. Et je crois que j'avais été chercher et toutes les vidéos font genre 3000 vues et c'est des trucs obscurs et je me dis mais en fait je pense que c'est un truc qui a été poussé par l'éducation nationale où en mode abonnez-vous, vous avez 0 au prochain contrôle. Je ne sais pas. Et puis il y a Iminéo documentaire. Ça c'est une plateforme de SVOD en documentaire il me semble. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite Nota Bene et puis Mamie Twink juste derrière. Donc c'est cool, pas mal de chemin en tout cas parcouru depuis le truc. Et alors moi ce qui m'a permis d'exploser ça a été relativement rapide. Franchement on a eu beaucoup de chance hein, parce que j'ai lancé l'émission en août, ça a vraiment explosé, c'était en novembre et ça a explosé on se souvient très bien le 29 novembre. Puisqu'à l'époque un peu le Graal pour chaque youtubeur, c'était de passer dans l'émission d'Antoine Daniel, le 29 d'Antoine Daniel qu'il avait lancé.
où on peut dire que voilà, il a lancé la plupart des vidéastes. Peut-être qu'on peut avoir le son ou pas sur l'extrait. Les grosses chaînes de bien. Vulga, ouais. Donc allez voir, c'est juste là. Voilà. Ça a suffi à lancer une carrière en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça dure 10 secondes. C'est assez Avec fou ton parce micro sur la que table basse. en fait Antoine t'avait prévenu, t'avais demandé l'accord pour savoir s'il pouvait te partager. Et en fait, il t'a dit une phrase dont on n'a jamais. Enfin, on prend la mesure aujourd'hui, mais sur le coup, franchement, on n'a pas compris cette phrase. On a juste rigolé, quoi. Et il t'a demandé est-ce que je peux te partager parce que ça peut peut-être changer ta vie. Il m'a envoyé un message sur Twitter à l'époque, je crois. C'était, ouais. Et en fait, ça peut changer ta vie. Je pense qu'on n'a pas du tout mesuré à quel point c'était vrai et à quel point, effectivement, la notoriété, tout ce dont on vient parler, etc., la solitude aussi, enfin tout ça, et en fait, on allait se le prendre en pleine face, quoi. Et t'as dit oui. Bah oui, au début, moi, franchement, parce que j'ai. M'en fous, je vais désabonner. J'ai rigolé, je fais évidemment, tu vois. Non, mais puis c'était le Graal, quoi, vraiment. C'est vrai que tu vois, c'est pas un truc. J'étais pas. Et puis, je savais même pas qu'il connaissait ma chaîne. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le truc, il me dit est-ce que ça te dérange si je parle de toi? Bah non, tu vois, moi je suis super content. Enfin, je sais pas ça pour gagner ma vie, mais l'objectif quand tu partages, c'est que ce soit quand même le plus vu possible. Donc j'étais content, quoi. Et je me souviens que pour l'anecdote, il y a 2 anecdotes. C'est-à-dire qu'on était chez un copain le soir du 29. Déjà, il m'a saoulé. On savait jamais à quelle heure sortaient les épisodes d'Antoine Daniel. Du coup, il a passé toute la journée à checker son téléphone pour voir s'il y avait pas la vidéo qui sortait. Et en fait, Antoine a sorti sa vidéo genre à 23h. C'était hyper tard. Voilà, c'était hyper tard toute la journée. Le dernier créneau du 29, tu vois, voilà. Et on savait pas, tu vois, si ça allait marcher en plus ou pas. Mais voilà. Mais à l'époque, il y avait une fonctionnalité déjà qui faisait que si quelqu'un s'abonnait sur ta page, enfin sur ta chaîne YouTube, tu pouvais recevoir un mail. Ah oui, si tu désactivais pas les notifs, ouais. Tu reçois un mail, ouais. Ouais. Et moi, je l'avais pas fait. Et du coup, à partir du moment où c'est sorti. Le lendemain, j'avais 40 000 mails dans ma boîte. 40 000 Ouais, on a chopé 40 000 personnes qui se sont inscrites en une nuit sur Nota Bene. Ouais, imagine l'impact. Ouais, non, mais c'était ouf. Je veux dire, ça n'existe plus, quoi. Ouais. Et cette force de frappe. Et je me souviens, c'est là où on s'est dit. Waouh, ok. Il se passe quelque chose en fait. Là, peut-être qu'effectivement, on l'avait pas envisagé comme ça, mais ça peut devenir mon métier, quoi. Et si on y va à fond. Et ce jour-là, je me souviens très bien, quand on a vu que les gens commençaient à s'abonner sur la chaîne à 23h30, comme ça. Donc on était chez le copain. J'avais ma fille qui avait quoi? Elle avait un mois. Novembre. En octobre. Oui. Non, elle avait un mois. Elle avait un mois. Et en fait, on était chez lui. Il avait une grande maison et tout. Et il avait des gosses aussi. Et en fait, nous, on était dans une chambre qui était une chambre en enfilade. C'est-à-dire que pour sortir de cette chambre-là, t'étais obligé de passer par la chambre d'un de ses gosses qui dormait déjà depuis longtemps, tu vois. Nous, on essayait de pas faire de bruit, tu vois. Et donc là, la vidéo sort, et moi, j'étais super content, tu vois. Et il y a ma fille qui était réveillée, et je prends ma fille comme ça, et je la soulève, en mode roi lion, en mode ouais, comme ça, c'est cool, tu vois. Les gens ils s'abonnent, c'est trop bien et tout. Et en fait, elle me gerbe de ouf tout sur la biberon. gueule, dans la bouche, partout, vraiment partout, sur moi, tu vois, tout son biberon. Et du coup, en plus, moi, je voulais pas réveiller l'autre gamin qui était à côté, donc je pouvais pas sortir de la chambre. Et donc, j'ai passé toute la nuit avec je t'ai lavé à la lingette. Tu m'as lavé à la lingette comme tu pouvais, mais j'ai passé la nuit avec des morceaux de dégueulis partout. Mais heureux quand même, en me disant, voilà, c'est cool, la chaîne est lancée, quoi. J'ai du vomi sur la tête, mais j'ai plein d'abonnés. Voilà, c'était sympa. Et après, du coup, la vidéothèque a aussi eu au départ ce truc de partage qui a aussi permis de consolider quand même pas mal de chaînes de Vulga. Bah ouais, parce qu'en fait, il a lancé énormément. Il a lancé la vulgarisation, parce qu'en fait, à l'époque, il avait même lancé Patrick Beau, tu vois, Axolot, il a lancé Bruce à l'époque, il a lancé vraiment plein de gens, quoi. Et c'est pour ça que, encore une fois, aujourd'hui, je le remercie. Je le remercie d'avoir eu ces initiatives-là, parce que je pense qu'il a ouvert vraiment le YouTube Game à toute une partie hyper intéressante, et il a permis à beaucoup de créateurs d'émerger. Et encore aujourd'hui, il a permis ça. Donc, c'est quand même chouette. On lui doit une fière chandelle, je pense. Et ça, faut le souligner, Antoine. Et déjà, de par son comportement à l'époque sur Twitter, honnêtement,
il y avait cette conscience-là, cette bienveillance quand même Bah, du je pense message que lui, qu'il faut souligner, parce que peut-être qu'il en souffrait à l'époque, ouais, j'en sais rien, en fait, je je le connais pense pas que assez, lui, mais, il devait vivre de plein fouet, en fait, enfin voilà, cette notoriété, etc. Et moi, j'ai trouvé son message très, très bienveillant, en fait, hein, parce que effectivement, peut-être que t'as juste envie de faire des vidéos et que t'as pas envie d'avoir un boom dans ta vie. Et là, en fait, il nous demandait notre accord, quoi. Et j'ai trouvé ça très bienveillant de sa part, en tout cas. Et voilà, c'était bien. Ouais, c'était vraiment chouette. En tout cas, c'est plein de bons souvenirs, ces débuts sur YouTube. Et vous en faites partie. Je suis contente de l'avoir fait avec vous, quoi. Bah ouais. Et puis surtout de me dire que 10 ans après, on est toujours là, on est toujours en contact. Parce que du coup, on a passé aussi beaucoup de temps chez vous. Ouais. Oui. Ah, grave. Énormément. Grave. Je me souviens que je t'ai filé pas mal de t-shirts. Et tu sais que je les mets pour faire des travaux. Encore ? Il y a encore hier, j'avais un t-shirt à toi. Il y a une photo d'un caleçon. Mais aussi voilà, qui traîne j'allais quelque dire, part. tant qu'on est dans les Mais trucs, je préfère te doubler parce que je sais exactement ce que tu vas dire. Voilà. On s'envoyait des photos, c'est à toi ce caleçon. Ouais, non, mais c'est clair que vous veniez beaucoup à la maison, c'était cool. Non, mais voilà, ça fait 10 ans qu'on est encore en contact, même si voilà. Tu m'as marié. T'es plus sur YouTube, mais que tu reviens, tu vois. Mais ouais, je veux dire, il y a des liens très forts qui se sont. J'ai été témoin à ton mariage. Kali est la marraine de mon fils. Et t'es le parrain de notre enfant, voilà et tout. T'es sur notre testament. T'es sur le testament de Bipeux. Il est sur notre testament, sachez-le, voilà, on le témoigne aujourd'hui. Il est sur le testament. Je vais avoir des problèmes. Et puis nous, monter, ça fait quand même des années qu'on se suit aussi, quoi. Enfin, je veux dire, on s'est jamais vraiment quitté, même s'il y a des périodes forcément où t'es un peu plus loin ou machin, enfin, où on est. Mais c'est normal, mais en fait, on en revient toujours à quand une extension de WoW sort. Quand une extension de WoW sort, c'est sûr, en tout cas, on se retrouve. Comme c'est pas mal The War Within. Moi, j'aime bien aussi. Super extension. Moi, je fuis dans ces moments-là. Et moi donc. Il se connecte sur Discord. Vous faites chier avec votre World of Warcraft là. Mais c'est bien, ça fait 20 ans que j'y suis, je suis bien dessus. Qu'est-ce que tu veux, voilà. En tout cas, on voulait vous remercier encore une fois pour toutes ces années. De rien, c'est au plaisir. Et pour être venu partager avec nous si on fait ça quand tu veux. Voilà. Écoute, dans 10 ans, pour les 20 ans, dans tous les cas, à toi, c'est dans 10 ans. Moi, je dis tous les ans, et toi, c'est dans 10 ans. Tous les ans, vas-y. Vamos, en tout cas. Écoutez, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce créneau sur les débuts de YouTube.